Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour. Tu as créé l'agence Élan et maintenant le cabinet de conseil Arcane. Et là, tu sors un livre sur le leadership qui s'appelle Les Leaders Pop, si je me trompe pas. Le temps des leaders pop. Le temps des leaders pop, pardon. Pourquoi tu sors un livre sur le leadership aujourd'hui ? Eh bien parce que j'avais envie de témoigner d'un cheminement personnel qui est mon cheminement de leader. Et c'est un leader qui a fait plein d'erreurs, qui s'est posé plein de questions, qui a eu plein de doutes, plein d'interrogations. J'ai pas toujours eu les réponses. Et du coup, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à tout ça. Le Covid est arrivé, mars 2020. On a tous réfléchi, je sais pas si tu te souviens, au monde d'après. Si, j'ai bien sûr. Tout le monde, voilà. Et je me suis dit, si vraiment on doit inventer le monde d'après, il faudra peut-être qu'on invente le leadership d'après. Voilà, donc c'est un livre qui est né de ce cheminement personnel, d'une forme de renaissance aussi personnelle. Je dis pas que j'ai atteint mon modèle rêvé de leadership, parce que je pense qu'on tâtonne toute sa vie, on apprend, on fait de l'introspection, mais en tout cas, c'est un livre d'observation aussi de tout ce que je peux voir, des dirigeants que j'accompagne soit dans mon métier, soit que je vois chez Entreprise et Progrès, qui est un think tank de dirigeants, où finalement, né de l'observation de terrain, j'ai eu envie de partager un témoignage. D'accord. Voilà. Alors, tu es parti d'où ? On va voir où est-ce que tu arrives, parce que tu me dis que t'es pas vraiment arrivé, on n'arrive jamais, mais tu t'es parti d'où à l'origine ? Je suis partie, en fait, mon cheminement, il démarre en Inde. À l'époque, j'avais vendu mon entreprise Élan au groupe Edelman. Et donc, j'étais devenue CEO de cette agence qui s'appelait Élan Edelman. Et je devais fusionner et rapprocher deux entreprises. Et la façon de faire pour ce rapprochement, moi, j'utilisais toutes les techniques de management et de leadership que j'avais apprises. Et en fait, il n'y a rien qui marchait. Donc, je me prenais mur sur mur, tôle sur tôle. Ça marchait pas. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment un découragement. Donc, je suis partie en Inde. J'ai dit à mon équipe, je vous laisse les clés de la maison et je pars. J'étais jamais allée en Inde, mais j'avais besoin de cette quête spirituelle. En fait, ma façon à moi, c'était ça. Et j'ai passé quelques temps dans un ashram, quelques temps à voyager, à trekker. Et donc, dans le silence et dans l'introspection, j'ai commencé cette descente, puisque c'est un peu une descente, avec des moments un peu de vague à l'âme et puis des grands moments de joie. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs spirituels, notamment dans un ashram à Rishikesh. Et là, cet homme, je me suis rendu compte qu'il animait tout le ashram, il animait des cérémonies. Et en fait, il engageait derrière lui des gens sans être dans aucune verticalité, il ne donnait aucun ordre, juste il l'inspirait et il guidait. Et en fait, je me suis dit, peut-être que finalement, c'est ça, le leadership. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'appliquer ces méthodes. Alors, j'ai fait un choix qui était un mauvais choix, tu l'as peut-être lu dans le bouquin, qui est que j'ai décidé d'adopter le modèle de l'entreprise libérée, où il n'y a aucun cadre, aucune norme, aucun code, aucun standard, puisque tu donnes une immense liberté aux gens. Et en fait, ça n'a pas vraiment bien marché, parce que je me suis rendu compte que finalement, dans une entreprise, les gens ont besoin d'un cadre. Ils veulent certes de la liberté dans le cadre, mais ils ont besoin quand même d'un cadre. Voilà, donc le démarrage, il est en Inde. Et puis forcément, après, il revient à Paris. Et avant l'Inde, tu disais, j'ai essayé d'appliquer des méthodes que j'avais apprises. C'est quoi ces méthodes qui ont échoué ? C'est quoi ce leadership du passé, entre guillemets ? Oui, ou en tout cas celui qui ne me convenait pas, parce que je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même un leadership qui est moins adapté. C'est un leadership où, déjà, moi, à titre personnel, je singeais des modèles et des codes, c'est-à-dire que moi j'avais vu qu'un leader, il doit être assez descendant, dans une forme de position, il est en surplomb et il n'est pas il est plutôt en surplomb, il décide, donc il est plutôt dans des codes masculins par ailleurs de leadership. Donc finalement, moi je me suis construite comme leader
en fonction de ce que j'avais vu d'autres leaders. Et donc, par exemple, il y avait cette émission de Bernard Tapie qui s'appelait Ambition. Les plus jeunes ne connaîtront pas. Mais Bernard Tapie, pour moi, c'était le modèle de leader par excellence, mais un modèle des années 80-90. Voilà. Et donc, moi, je me suis construite avec ça. Le monde de la communication est un monde dirigé plutôt par des hommes. Donc, je me suis construite aussi au regard de ces leaders dans la communication. Et puis, en fait, j'ai voulu épouser des codes, des standards, et je me suis rendu compte que ça n'était pas moi. J'étais vraiment désalignée. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très vertical, de très transversal, avec pas mal de rébellion aussi, pas mal de fantaisie, j'ai besoin de m'amuser. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris des habits et des apparats qui correspondaient vraiment pas à ma personnalité. Et je pense que l'effondrement, il vient de là, c'est-à-dire que l'effondrement du sens, de me dire, mais moi, en fait, je ressens que j'ai envie d'engager des gens, de les mener, mais je comprends pas, ça prend pas. En fait, ça prend plus. Et en fait, ça prenait pas, et ça prenait plus pas parce que ça n'était pas forcément mauvais, c'est parce que ça ne me correspondait pas. Je ne pouvais pas emmener des équipes dans un management descendant et top-down comme j'avais pu voir par le passé. Donc je pense que le leadership, c'est aussi une façon de se correspondre à ce qui correspond à soi-même. Donc ton départ en Inde, c'est aussi un moment d'effondrement, c'est ce que tu décris? Oui, c'est un moment d'effondrement où je m'étais dit c'est super, j'ai vendu ma boîte à des Américains, ils me gardent, ils me nomment CEO, on passe de 80 à 150. Tu vois, sur la carte de visite et le CV, ça fait bien. Donc, en fait, je m'étais dit, c'est super. Et puis, en fait, il n'y avait rien qui marchait. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que les équipes me suivaient pas, ou j'avais le sentiment d'être incomprise, de peut-être pas engagée comme je le pensais, alors que pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence que ce projet, il était tout beau. Ben non, c'était pas une évidence pour tout le monde. Et en fait, quand je parle d'effondrement, c'est un effondrement de mes croyances de leader. Et mes croyances de leader, c'était celles que j'avais toujours connues. Et c'est ce moment-là où je commence à avoir ce cheminement en disant, est-ce que ce leadership que j'ai appris et que j'ai vu exercer ailleurs, il me convient? Y a-t-il d'autres styles de leadership? Est-ce que j'ai d'autres options? C'est quoi ces autres options? Et j'ai commencé à tâtonner et à me dire, je vais essayer autre chose. Voilà. Donc c'est comme ça que la quête a démarré. Tu dirais qu'il y a beaucoup de sexisme dans cette idée de leadership, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on nous invite à l'idée, elle est nécessairement avec des valeurs un petit peu patriarcales ou masculines? Oui, je pense que c'est tout simplement parce que comme il y avait peu de femmes leaders, ben, en fait, on avait un seul modèle. Il n'y en a encore pas assez. Donc je ne sais pas si c'est de la malveillance, c'est un état de fait, mais c'est vrai que c'est des valeurs très masculines dans le leadership, donc le pouvoir, la puissance, la force, l'ordre. Donc voilà, le chef de guerre, d'ailleurs souvent, les mots du leadership, ce sont des mots emprunts à l'univers de la guerre. Il faut mener des batailles, il faut une guérilla, il faut une armée, il faut voilà. Donc on est empreint de tout ça. Et oui, ça l'est. Ça l'est encore beaucoup, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'autres modèles et d'autres façons d'autres modèles, il faut qu'on réinvente nous-mêmes nos propres modèles. Mais les choses changent parce qu'il y a de plus en plus de femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne se vivent pas comme des leaders hommes, parce qu'il y a eu une époque aussi où les leaders femmes étaient très masculines. Et là, je trouve que les leaders du féminin reviennent sur le devant de la scène, parce que le monde dans lequel on vit, on a besoin de plus d'empathie, de plus de rondeur, de plus d'écoute. Voilà. En revanche, je pense qu'il faut être dans le « et pas dans le « ou », c'est pas des valeurs masculines ou féminines, c'est les deux. Les deux dans les hommes et dans les femmes. Parce qu'il y a des moments où il faut être dans un leadership masculin, notamment quand on vit dans des situations de crise, des situations où on a besoin d'aller vite et de décider. Puis il y a des moments où on est plus dans l'écoute, l'empathie et la rondeur. Donc c'est encore une fois une question d'équilibre. Plus équilibré, ouais, bien sûr. Voilà, un peu yin et yang, si on veut dire. Tu disais, quand tu es revenu d'Inde, tu as essayé d'appliquer cette entreprise libérée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le sujet, qui se disent mais comment ça fonctionne? Et toi, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Donc ça va être hyper intéressant de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Tu décris dans le livre que les gens avaient des attentes, des nouvelles attentes, qu'ils étaient perdus. Alors tu disais qu'ils avaient besoin de cadres, mais de manière plus spécifique, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et comment tu as fait évoluer les choses?
En fait, je pense que ça n'a pas marché. Alors, moi, la façon dont j'ai travaillé, c'est que j'ai pris les tests d'Isaac Getz et puis je suis allée rencontrer aussi des gens qui avaient libéré leur entreprise. Déjà, je pense que j'ai été peut-être un peu trop scolaire dans la façon de mettre en place le modèle. Mmh. Il y a ce bouquin qui nous guide, les théories d'Isaac Getz, mais je pense qu'il faut absolument les adapter. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Mmh. Et donc peut-être que ma première erreur a été de ne pas faire un peu de sur-mesure. La deuxième chose, c'est que je pense que, en fait, une entreprise, elle a quand même besoin d'un chef. Mmh. Alors pas de n'importe quel chef, mais elle a besoin d'un chef qui montre la voie, qui guide. Et finalement, dans l'entreprise libérée, tu laisses à tes équipes une totale capacité d'autonomie, de décision. Tu es en posture basse, toi, et tu regardes et tu les laisses avancer. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui se révèlent dans ce type de moment, et il y a des gens qui vont, eux, être totalement déstabilisés parce qu'ils attendent de l'entreprise, et c'est ça qu'ils cherchent en entreprise, c'est le cadre. Et du coup, je me souviens de réunions où on faisait en sorte de ne pas avoir d'agenda, de laisser les équipes faire les agendas. Donc tout ça, pour laisser les idées popper. J'utilisais déjà le mot à l'époque, on avait appelé ça les pop meetings. Et en fait, ça n'a pas apporter les résultats escomptés, notamment en matière de performance. Pourquoi ? Parce que moi, par ailleurs, j'étais dans un groupe américain où il fallait délivrer des KPI et des indicateurs. Donc, ça dépend aussi du contexte de l'entreprise. Ouais, la façon dont j'ai fait évoluer les choses, c'est que j'ai essayé. Tout le monde était assez enthousiaste à l'idée. Notamment ceux qui étaient assez faits pour le modèle. Et puis, je me suis rendu compte que si ça délivrait pas complètement la performance escomptée, il fallait refaire un peu un retour en arrière. Du coup, je suis passée de l'entreprise libérée à l'entreprise libératoire. Je l'ai plutôt joué comme ça, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui met un cadre, mais qui laisse les gens libres de se déployer dans ce cadre-là. Donc, il y a une forme de libération de leurs propres énergies et de leurs talents. Mmh. C'est un peu comme ça que j'ai évolué. Intéressant. Et concrètement, comment tu mets ça en place ? C'est des genres de réunions différentes, de manière très concrète ? Oui, alors c'est des réunions différentes où c'est les équipes qui organisent les réunions, tu vois, versus l'agenda que je t'envoie à J-48, le compte-rendu, les minutes, qui fait quoi. Donc déjà, c'est des réunions qui sont un peu différentes, où tu vois assez vite qui émerge et qui se laisse porter. C'est une organisation du travail qui est laissée à la liberté de chacun. Donc, c'est des gens qui ont le droit de dire « j'ai envie de ce dossier, j'ai pas envie de ce dossier », et donc avec une forme de régulation de la charge de travail. Et là aussi, tu te rends compte qu'il y en a qui se planquent et il y en a toujours les mêmes qui prennent tous les dossiers parce qu'ils veulent faire avancer. Donc, finalement, ça crée de l'inéquité. Ça crée de l'inéquité. C'est une vie et une culture d'entreprise où il y a vraiment du dialogue. Et donc ça, il faut le garder. Aucun secret d'information. Donc toute l'information est partagée à tout le monde en même temps. Et là, tu te rends compte, et ça a été un de mes écueils, que la couche intermédiaire, parce que le vrai problème de l'entreprise libérée, c'est pas le staff, c'est le management intermédiaire qui se sent dépossédé de son pouvoir. Et moi, je me souviens d'un truc très fort, c'est que j'avais décidé que l'information, puisque c'est le principe de l'entreprise libérée, serait accessible et partagée à tout le monde en même temps. Donc, le manager intermédiaire, qui pensait avoir une espèce de pouvoir parce qu'il faisait soit de la rétention, soit d'information, il perdait de ce pouvoir-là. Donc voilà, et ça a été la catastrophe. Voilà. Donc j'ai perdu des gens. Aussi, j'ai perdu des managers intermédiaires. C'est ça aussi qui m'a questionnée. Je me suis rendu compte que, effectivement, peut-être j'étais allée trop loin. Ça n'allait pas à tout le monde. Mais pour autant, j'ai pas voulu faire marche arrière complètement. Donc, par exemple, maintenant, chez Arcane, je continue à avoir cette gestion de l'information, où l'information est disponible à tout le monde tout de suite. Mais je prends le temps d'avoir un partage avec mes directeurs, quand même, pour ne pas qu'ils se sentent dépossédés, et que par ailleurs, c'est intéressant d'avoir leur feedback sur l'information que j'ai envie de partager. Donc voilà, un peu d'adaptation, on va dire. Je comprends. Comment il a évolué ton rapport au pouvoir ? C'est une question que je pose assez régulièrement, parce que je trouve que c'est intéressant
quand on est leader, on a une position de pouvoir, naturellement, t'en parlais à l'instant. Toi, ton rapport au pouvoir, il a dû évoluer, j'imagine, au fil des années, parce qu'entre le moment où tu as créé l'agence Élan, où tu étais dans ces postures un peu, entre guillemets, masculines, et aujourd'hui, il y a un changement qui s'est fait de manière assez drastique. Oui, je pense que le rapport au pouvoir, il est galvanisant au départ. Tu vois, en plus, chef d'entreprise, création d'entreprise, le truc qui marche bien, tu revends ta boîte à des Américains. Donc forcément, ça donne... c'est bon pour l'ego, c'est bon pour la carte de visite. Il y a une forme de puissance, en fait. Voilà. Et en fait, c'est très galvanisant au départ, c'est très satisfaisant. Et puis, moi, je me suis rendu compte que c'était pas moi. Parce que déjà, je fais un métier où je fais pas un métier comme mon métier, c'est le conseil aux dirigeants. Je fais un métier où je dois être dans l'ombre et pas dans la lumière. C'est mes clients qui sont dans la lumière. Désolé pour aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est aujourd'hui qu'on fait une différence. Et donc du coup, en fait, moi, j'étais pas à l'aise dans trop ce rapport au pouvoir, même si quand tu es chef d'entreprise, tu dois avoir voilà. Donc moi, je préfère dire que je préfère parler d'influence, parce que pour moi, l'influence, au-delà du fait que c'est mon métier, c'est cette capacité à diffuser tes idées, à diffuser ta vision. Et donc, je préfère à la puissance ou au pouvoir une capacité d'influence, parce que tu peux avoir un impact sur le monde. Donc moi, je suis plutôt drivée par l'impact que par le pouvoir et la puissance. Et puis quelque part, l'influence, c'est les gens qui décident de suivre aussi enfin, oui, tu vois, c'est exactement ça, parce que finalement, la communication, c'est quand tu dis que ce que tu fais, c'est formidable, et l'influence, c'est quand les autres disent que ce que tu fais est formidable. Et du coup, ça les engage derrière toi. Donc, le pouvoir, tu pars sans force, tu vois, il y a un côté, vas-y, suis-moi, quoi. Alors que l'influence, il y a un mouvement très naturel, très organique qui se fait, et que je trouve plus sophistiqué et plus intéressant. Il y a des gens qui sont dans une recherche de pouvoir et qui utiliseront l'influence à des fins plus de trafic d'influence que d'impact. Complètement. Tu parlais des KPI tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il faudrait revoir ces KPI dans les entreprises ? Parce qu'il y a cette citation que je connaissais pas et qui était utilisée de Robert Kennedy qui dit la croissance mesure tout sauf ce qui vaut la peine de vivre. Et je trouvais assez forte. Et ça m'a questionné. Je me suis dit, est-ce que ça implique de revoir les KPI ? Et si on doit les revoir, qu'est-ce qu'ils doivent être ? Moi, j'avais beaucoup... Enfin, ça m'avait intéressé cette citation de Kennedy parce que, en fait, je me pose beaucoup de questions sur la performance. Jusqu'où on va en matière de performance, de profit, de KPI qui sont toujours plus haut. Donc ces modèles de volume. Moi, je n'ai pas envie de ça. C'est pour ça que j'ai recréé ma boîte et j'ai décidé de réentreprendre pour me donner mon propre rythme de croissance, parce que la croissance à tout crin, moi, j'ai plus envie de ça. Je pense qu'il y a d'autres modèles de croissance qui sont possibles, des croissances qui placent l'impact au cœur de son modèle, qui donnent plus de place aux hommes et aux femmes. Et donc, je sais qu'il faut, et qu'il y a plein d'entreprises où il faut délivrer. Je sais que c'est ce qui guide le monde. Après, je me dis que si on a le choix, et si on a le luxe d'avoir le choix, de parfois s'en extraire et de faire autrement, ça, c'est peut-être une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Mais je sais qu'aussi, c'est un peu naïf, parce que parfois, on n'a pas le choix. Il faut livrer ses KPI. J'ai juste envie que les leaders soient, jugés sur d'autres KPI qu'il faudrait inventer et que je vois évoluer sur le bien-être des gens au travail. Enfin, les choses bougent quand même. Je le vois bouger. Je le vois bouger. Et d'ailleurs, toi, tu viens du monde des agences et on voit bien que les agences, avant, c'était... je me souviens quand j'étais jeune, mais encore plus quand c'était dans les années 80, c'était le métier cool par excellence. Et aujourd'hui, les agences, elles ont beaucoup de mal à recruter, en fait. Et c'est peut-être lié aussi à la gestion de l'humain dans l'agence. C'est-à-dire que c'était quand même... Ça pouvait être très fun, mais c'était quand même très dur de bosser en agence. Et aujourd'hui, je trouve que c'est... Alors, je sais pas si ça a beaucoup bougé, parce que moi, j'y suis plus depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais
Mais j'ai l'impression que ce métier, aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les agences, elles ont vraiment fait évoluer la manière dont elles gèrent les juniors en particulier. Ouais. Oui, j'ai l'impression que ça bouge dans le monde du conseil en général, parce que c'est valable pour les avocats, c'est valable pour les cabinets de conseil. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour la réinvention du modèle. La réinvention du modèle, c'est une réinvention du modèle économique. À force d'être dans un modèle de volume, tu sacrifies l'humain. Donc, c'est quoi un modèle de valeur qui remette les talents au cœur? Effectivement, c'est des modèles parfois pyramidaux. Franchement, les jeunes, ils en ont rien à faire d'être dans ces modèles-là. Voilà. Moi, j'ai pas la solution. Je sais juste que la façon dont je gère chez Arcane, alors on est 20 et 22, donc c'est pas énorme, mais c'est un modèle qui est assez transversal, où les gens sont libres. Moi, je suis pas là pour les contrôler, pour vérifier s'ils sont en télétravail, pas télétravail. Tant que le boulot est fait, en fait, moi, je juge sur pièce et je juge sur résultat. Et le fait de leur donner cette liberté-là et de leur dire, en fait, on vous autonomise versus on vous infantilise, je pense que c'est une partie de la réponse. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Non, mais dans le cas, il y a vraiment cette logique d'autonomiser les gens, effectivement, versus dire ce qui va leur faire du bien. Oui, et l'idée, c'est vraiment de leur faire confiance. Et c'est la thèse que je défends dans le livre, c'est-à-dire que pour moi, le leader pop, c'est le leader qui ne se met pas en surplomb ou à côté. Il est au cœur de son entreprise, il est au cœur du monde, il est au cœur de la société. Mon inspiration, ça venait du pop art et de la pop culture, parce qu'en fait, finalement, ces courants artistiques, ce sont des courants qui se sont développés parce qu'ils ont été en prise directe avec la société, notamment la société de consommation, exemple les soupes Campbell et tout. Bah, le leadership, c'est un peu la même chose. C'est si t'es pas en prise directe avec la société, avec les gens, et que tu redescends dans l'arène pour mieux sentir le monde, en fait, ça sera pas possible. Et je pense que ce qui a beaucoup fait défaut dans les agences de com, mais pas que, parce que je pense que c'est un mouvement plus global, c'est ce manque de prise directe avec les attentes des collaborateurs. Et alors justement, j'allais te poser la question, évidemment. C'est quoi un leader pop précisément? C'est populaire, c'est ça? Populaire, ouvert et politique. Donc un leader pop, c'est effectivement c'est un leader qui se met en prise directe avec la société parce qu'il a conscience que le monde doit changer pour plein de raisons. Changement climatique, rapport au travail, quête de sens, je te passe tous les détails, tu les connais. Mais qu'il se rend compte que face à ces interpellations du monde, en fait, on n'a pas d'autre choix que de changer, mais que le changement viendra de lui. Parce que c'est à lui de montrer l'exemple. Et donc, le leader pop, comme un artiste de pop culture, il décide de changer un peu ses apparats du leader pour se réinventer. Populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un leader qui est capable de comprendre les interpellations du monde, de les analyser, tu vois, de pas les prendre de façon critique ou avec une susceptibilité, mais en fait, il les embrasse et il essaye de les comprendre. Donc, il descend dans l'arène, il va dans la rue. Et c'est là où on parle de popularité, populaire au sens de la rue. Ouvert, parce qu'en fait, ouvert, c'est l'ouverture de son entreprise, de sa gouvernance, de son organisation, de ses process, à toutes ses parties prenantes. Donc, et ça, c'est un nouveau dialogue avec toutes les parties prenantes, et en se disant, il n'y a pas de hiérarchie dans les parties prenantes, c'est pas les actionnaires d'abord, c'est peut-être les collaborateurs d'abord. Et l'ouverture, c'est aussi l'ouverture à soi, parce que tu peux pas être un leader pop si t'as pas une forme d'alignement avec toi-même et une introspection. Et puis enfin, politique parce que je suis convaincue que, compte tenu de tous les changements de société, les leaders économiques, donc le patron d'entreprise, il doit être un peu leader politique aussi, et il doit prendre la parole et avoir des actes sur des sujets du bien commun ou de l'intérêt général. Donc voilà, donc tu vois tous les sujets d'interpellation en ce moment, l'avortement aux États-Unis, la guerre en Ukraine, le mouvement Black Lives Matter, on voit que tous ces sujets, ils arrivent dans les entreprises, et tu as plein de dirigeants, et moi, c'est ça qui m'a aussi intéressée dans l'écriture, c'était que ces dirigeants me disaient, mais Marion, tu as vu tous les sujets qui arrivent, moi, je suis pas chef d'État, je suis directeur de mon entreprise, je dois je dois livrer ma bottom line, je dois livrer mes trucs, et en même temps, ça me déporte. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, il y a une réinvention d'une forme de colonne vertébrale et de style, tout simplement, pour se dire qu'il faut comment je peux faire face à toutes ces interpellations sociétales, en fait. Tu as parlé tout à l'heure, enfin au tout début d'ailleurs de ton voyage en Inde, après tu as parlé un peu de spiritualité, tu as parlé aussi du fait que il fallait s'aligner soi pour pouvoir être un leader pop.
c'est quoi, je sais pas si c'est un conseil, mais est-ce qu'il faut partir en Inde? Moi, j'avais fait un épisode il y a très longtemps sur Vlan qui était les chamans corporate, avec Fabrice Nadjari, où on se disait, ça serait intéressant de se dire, peut-être demain, dans les entreprises, il y aura des chamans corporate, c'est-à-dire des gens qui vont vous accompagner, des sortes de coachs, finalement, ce qui n'est pas très courant d'ailleurs en France, parce que le patron, il est censé tout savoir, malheureusement, exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas aux US, et d'ailleurs, c'est complètement illusoire de se dire qu'un patron va tout savoir. Comment tu fais ce chemin spirituel? J'imagine qu'il y a plein de routes différentes pour chacun, mais qu'est-ce que toi tu dis aux dirigeants que tu accompagnes? Alors, déjà, j'ai vachement évolué, et ça a été une autre de mes erreurs. Je vais parler d'abord des collaborateurs, puisque ta question, c'est sur les chamans corporate. Moi, en fait, quand j'ai découvert le monde du développement personnel, j'étais tellement enthousiaste à l'idée, avec toutes ces thèses, que je me suis dit que j'allais offrir des coachings à tous mes collaborateurs. Donc du junior au plus senior, j'ai vraiment fait rentrer les coachs dans l'entreprise. Et là encore, c'était une erreur. Parce qu'en fait, pour démarrer un travail de coaching et de développement personnel, il faut que ça soit le bon moment dans sa vie. Et tu ne peux pas l'imposer. Ça doit être un choix. Et j'ai voulu trop en faire, mais c'était pas de la malveillance, c'était parce que moi j'étais moi-même convaincue que ça me faisait du bien, donc j'avais envie de partager et d'être généreuse de ça. Et donc j'ai fait cette erreur, et je me souviens de séances de coaching avec des coachs d'entreprise qui étaient intervenus, et pour certains collaborateurs, c'était des remises en cause auxquelles parfois ils n'étaient pas prêts. Donc ça, c'était une erreur. Les dirigeants que j'accompagne, c'est un peu la même chose, c'est que je vois où ils en sont. Et j'ai des dirigeants qui refusent le coaching, et pourtant ils ont un rapport à l'image puisqu'ils portent la parole, ils incarnent leur entreprise. Donc c'est pas évident parce que l'image qu'ils renvoient, ça parle d'eux. Et donc quand tu débriefes une émission télé avec eux, la frontière entre l'être et le paraître, elle est pas simple. Mais il y a des gens qui refusent le coaching, et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts. Je me souviens d'un dirigeant que j'aime beaucoup. Avant chaque interview, il fait une séance de méditation. Donc je savais que quand on arrivait en plateau, il fallait que je prenne du temps pour respecter ce recueillement qu'il avait avec lui-même. Et donc, en fait, c'est une discussion que j'ouvre quand je sens que la personne est prête. Et parfois, je parle de moi aussi, quand je suis rentrée d'Inde, que j'ai beaucoup partagé. Au début, je voulais pas partager, je voulais pas en parler. Et puis les dirigeants avec lesquels je bosse m'ont dit « Qu'est-ce que tu es allée faire en Inde? Raconte-moi. » Et donc, voilà, c'est une petite évangélisation. Encore une fois, en disant que ça me correspond à moi, mais que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Mais c'est parfois des petites graines qu'on sème et qui peuvent grandir. Je le vois ça. Et en même temps, ça fait vraiment évoluer les valeurs. Ça fait penser à cet exemple que tu prends dans le bouquin alors tu dis pas son nom donc je peux pas le savoir, de cet article qui sort sur un leader et qui se fait appeler leader zen, parce qu'en fait on essaye de lui accoler toutes les valeurs classiques du leader, alors que le zen a priori c'est pas une valeur très associée au leadership. Tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, c'est une très belle histoire parce qu'elle a été dans mon cheminement. Très importante. C'est un dirigeant d'une très grosse entreprise qui venait d'être nommé et qui, en fait, devait, parce qu'il devait être nommé, dans ses 100 jours, revêtir les habits du dirigeant. Et donc, il y avait un papier dans Challenge, le journaliste de Challenge s'intéressait à cet homme, pour consacrer 4 pages de portrait. Donc, c'est un exercice difficile, le portrait, pour un dirigeant. Et c'est un très bel espace que Challenge donne aux dirigeants. Et en fait, quand on préparait le papier, moi, de façon assez naturelle et automatique, je prenais des codes classique du leader, en disant tiens, tu vas être comme ça, tu vas paraître comme ça, tu vas donner tel exemple et tout. Et il a eu cette remarque très juste, il m'a dit tu ne me feras pas rentrer dans les habits que je ne veux pas, parce que je ne suis pas comme ça. Et si ce papier donne une image de moi fausse, eh bien en fait ça ne sera pas réussi. Et pour autant, il n'avait pas les attributs qu'on attend du dirigeant, ou qu'on se fait d'un dirigeant, d'un leader. Et en fait, le papier a été sorti avec un titre qui était zen, ce qui était totalement atypique. Et en fait, c'était tellement lui, il y avait un alignement total. Et en fait, j'ai voulu lui rendre hommage dans l'introduction parce que c'est
un des moments où je me suis rendu compte que oui, il faut qu'on milite pour un leadership différent. On a le droit d'être un leader atypique, on a le droit de décider de ne pas être dans une uniformité. Et ça me parle énormément parce que souvent les dirigeants, ils me disent « il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça ». L'establishment dit que il faut que j'aille au siècle, il faut que j'aille aux rencontres d'Aix, il faut que je sois... le « il faut ». Et en fait, c'est des injonctions qui sont hyper fortes, qui sont parfois écrasantes pour un dirigeant parce que je me rends compte que ça n'est pas eux. Et donc, parfois, ils se perdent dans ces codes-là. Et d'ailleurs, souvent, ils me disent « il faut que je m'institutionnalise ». Mais pourquoi, en fait ? T'as réussi, t'as tel parcours, pourquoi tu veux t'institutionnaliser ? Reste toi-même. Et si t'étais toi-même ? Et c'est frappant parce que même des dirigeants qui dirigent des grosses boîtes, qui ont fait des études de ouf, en fait, il y a ce truc sans cesse qui dit « est-ce que je suis dans la norme ?» Et moi, ça me questionne. Mais moi, ça me questionne d'autant plus que, comme la normalité change, tu veux surtout ne pas être dans la norme, parce que cette norme, elle ne correspond plus à rien, en fait. Enfin, elle correspond à un monde qui a changé. Oui, mais le monde n'a pas encore complètement changé. J'adorerais, voilà, mais il y a encore tout un patronat, pour ne parler que de lui, qui est encore dans des codes très traditionnels, très conservateurs. Donc, on sent que ça bouge, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix, et je te rejoins, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et les leaders atypiques, qui portent d'autres valeurs, il faut qu'ils aient une confiance en eux et qu'ils soient sûrs d'eux. Parce que parfois, on les renvoie, le quand dira-t-on, les petits dîners parisiens, les renvoie à, tiens, il est quand même différent. Ouais. Ah, t'es pas venu au dîner. Voilà, tu vois, le truc où il faut être, voilà, où il faut parler. Voilà. Donc c'est un poids que je trouve... voilà. Et si on essayait juste d'être nous-mêmes ? Et le leader pop, en soi, il est lui-même. Il est lui-même parce qu'en fait, il est authentique, il est dans sa sincérité, il est dans ses émotions. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut changer le monde, si on veut que les jeunes générations nous suivent, à un moment donné, il faut que ça bouge. Et tu disais, il est politique. Et ça, c'est un sujet qui est vachement intéressant aussi, parce que tu sais comme moi que on a appris quand même que les entreprises devaient être surtout ne pas faire de vagues, ne pas prendre de position pour essayer de plaire à un maximum de gens. Et quand tu dis il est politique, ça veut dire que par définition, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut prendre des positions, il faut ne pas plaire à tout le monde. Alors ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué. Et je parle pas de faire du... On va parler greenwashing et social washing, parce que c'est facile de dire, voilà, on est une entreprise à impact, on fait, je sais pas, on plante des arbres. Mais ce que tu décris, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est authentique, justement. En fait, politique, le mot, il est interpellant parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que l'entreprise est devenue un acteur politique. Comme peut-être le pouvoir politique est un peu en perte de vitesse et en crise de confiance, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'entreprise devient une valeur refuge pour les citoyens. C'est-à-dire on se tourne vers l'entreprise parce qu'on lui fait confiance. Et de plus en plus, on fait confiance aux dirigeants. Donc c'est une super nouvelle. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est qu'on attend du dirigeant qu'il prenne un peu la place du leader politique et qu'il puisse décrypter le monde dans lequel on est, prendre des positions au service du bien commun, donc produire des masques ou des gels hydroalcooliques pendant la crise Covid, prendre position sur des débats de société, exemple l'avortement aux États-Unis. Et donc tous ces sujets-là s'invitent dans la vie de l'entreprise. Ça, c'est nouveau. Et le leader, effectivement, il doit être politique parce qu'il ne peut pas passer à côté de ça. Ça n'est pas possible. En revanche, il faut qu'il trouve sa colonne vertébrale. Parce qu'un dirigeant, même s'il a une fibre politique au sens où il est capable d'engager des citoyens collaborateurs et des parties prenantes, il ne peut pas non plus être dans des prises de position trop politiques parce que ça n'est pas conciliable avec la gestion d'une entreprise. Donc, moi, ce que je leur recommande, c'est de choisir leur colonne vertébrale, de se dire de quoi l'entreprise peut-elle parler, qu'est-ce qu'elle peut combattre, qu'est-ce qu'elle peut défendre, mais elle ne peut pas prendre position sur tout. Ça n'est pas possible. Il faut faire des choix. Non, pas sur tous les sujets, mais il y a des sujets... C'est marrant parce que j'ai un exemple contre-exemple, parce que c'est un exemple de com pur, mais qui dans les faits est un très mauvais exemple, qui est Nike. Nike, qui est une boîte, à mon sens, assez horrible, parce que c'est que de la com, finalement, beaucoup de com,
Mais la réalité de l'entreprise, c'est quand même de faire produire des chaussures ou des vêtements par des Ouïghours qui sont dans des situations quasiment esclavagisées. Mais n'empêche, je vous reprends mon exemple quand même, de cette... alors, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais ce joueur de football américain noir qui s'agenouille, qui pose le genou à terre pendant l'hymne américaine, que Trump demande de faire sortir de l'équipe et que eux, Nike, prennent en tête d'affiche en égérie, merci, pour leur campagne, pour une immense campagne. Ça, c'est un acte politique qui est hyper fort et ça a généré beaucoup de gens qui ont brûlé qui se sont filmés en train de brûler des fringues Nike. Et donc, c'est une position hyper forte. Bon, avec tout ce que je viens de dire, avec tout le truc avant, donc à prendre avec des pincettes néanmoins. Mais... Je pense que dans toute cette vague du politique et du bien commun et du purpose et de la raison d'être, et tu l'as souvent dit dans tes interviews, il faut faire attention au washing, il faut faire attention au bullshit. C'est plus possible. En fait, ça n'est pas possible de n'être que dans l'opportunisme. La bonne nouvelle, c'est que je trouve, quand tu es un peu éveillé, que les opportunistes, tu les démasques. On voit que c'est pas authentique, on voit que c'est pas sincère. Voilà. Mais il y a encore du travail à faire pour dénoncer ça et faire en sorte que les entreprises soient vraiment dans l'action et dans les actes et pas juste dans les campagnes. D'ailleurs, tu sais que, enfin, je le sais peut-être pas, mais Vlan, à l'origine, donc mon autre podcast, le nom, ça vient de claquer la porte au bullshit dans le marketing. Et toi, t'as un chapitre sur le bullshit. Pourquoi tu as voulu faire ce chapitre et qu'est-ce que tu essayes de défendre justement ? J'ai voulu faire ce chapitre pour deux raisons. D'une part parce que le leader pop ne peut pas faire du bullshit. Enfin, il a une expression publique qui doit être ultra sincère, très empathique, très vraie en fait. Et donc, on le voit bien dans mon métier de communicante, je vois la puissance des éléments de langage. Les EDL, comme on dit. Mais en fait, on n'en peut plus des EDL. Donc, au sens où ça aseptise, et c'est du bullshit. Donc, en fait, j'aurais voulu en parler parce que je trouve qu'un leader pop, il doit, s'il veut être pop, il ne peut pas parler avec des EDL et une parole aseptisée. Donc ça, c'était la première chose, puisqu'il fallait que je décrypte ce que c'est le leader pop. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, je suis très engagée sur les sujets de bien commun, d'intérêt général. C'est ma casquette de patronne d'entreprise et progrès, qui est un think tank de dirigeants, qui a été créé il y a 50 ans et qui milite vraiment pour l'articulation de la performance économique et de la performance humaine. Et on est une bande de dirigeants qui sont des gens très très engagés. Mais ça fait 50 ans qu'on est engagés. Et du coup, on a vu au fur et à mesure qu'il y a eu la loi Pacte, qu'il y a eu la mode du purpose, entreprise à mission. On a vu fleurir beaucoup d'autres think tanks, beaucoup de démarches d'entreprises qui prennent ces sujets-là, mais à des fins marketing. Et du coup, ça, j'ai voulu dénoncer ce purpose washing, parce que il n'y a pas de raison, quand ça fait 50 ans que tu défends ça. On est très content chez Entreprises et Progrès que plein d'entreprises prennent ce virage du bien commun, mais il y a une façon de le faire qui ne doit pas... Sinon, si on le fait mal, en fait, on va scier la branche sur laquelle on est assis. Ce qui est assez étonnant avec les éléments de langage, pour revenir là-dessus, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure les communicants se rendent compte que personne ne les écoute. En fait, ça n'intéresse personne, les éléments de langage. Et surtout, moi, je vois des entreprises qui sont face parfois à des leaders d'opinion en ligne, donc des influenceurs. Je pense entre autres à Bon Pote ou d'autres. Et ils sont complètement, ils sont comme un chat avec c'est quoi l'expression d'ailleurs, je sais plus, c'est un chat avec une épée, ou je sais pas, c'est pas ça, mais en gros c'est un peu la même idée. Ils savent pas comment gérer, parce qu'en fait, ils arrivent avec un langage, et même, on a vu Camille Etienne chez Total, et ils continuent de desservir leur discours très, très normé, en fait, et en fait, ça ne fonctionne pas. Non, et tu vois, dans l'expression publique, la parole du leader pop, il faut arrêter les mots... le langage corporate, tu vois, ces mots d'entreprise où c'est toujours les mêmes mots et du coup ça perd de la valeur. Il faut réussir à ce que les dirigeants reparlent avec simplicité, avec des mots qui parlent aux gens. Tu vois, il y a une différence entre parler de pouvoir d'achat et de salaire. Si un dirigeant parle de pouvoir d'achat à des collaborateurs, c'est du bullshit. La façon de parler
d'argent à des collaborateurs, c'est de leur parler de leur salaire, en fait. C'est d'ailleurs dans les vœux de Macron, c'était très intéressant, parce qu'en fait, il parle de pouvoir d'achat. Certes, c'est le président de la République, mais s'il se mettait un peu plus à hauteur d'homme, ça serait intéressant peut-être qu'il parle des salaires des Français, tu vois, qu'ils se mettent là-dessus. La retraite, le sujet, c'est pas forcément l'âge. Le sujet, c'est les conditions de travail. Jusqu'à quel âge on peut travailler en fonction de mes conditions de travail. Et donc, tu vois, c'est ce côté de la simplicité de se mettre à hauteur d'hommes et de femmes, de montrer que tu es avec eux dans l'arène. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu les vœux de Zelensky, qui sont sortis cette semaine. Je ne les ai pas regardés, mais j'ai vu qu'il fallait que je les voie. Voilà, et en fait, c'est un exercice de pop leadership incroyable. C'est-à-dire que les mots sont simples. Il parle des Ukrainiens, il leur parle, il parle de sa fierté de les voir combattre. Voilà, et les mots sont d'une simplicité. Alors certes, c'est un très bon acteur, mais je pense qu'il est très sincère. Il y a une émotion qui est poignante. Il ne parle jamais de lui, et pour autant, tout tourne autour de lui. Et c'est très intéressant parce qu'il est dans l'arène. C'est un meneur dans l'arène avec tout le courage qu'il incarne. Voilà, donc je pense que dans l'expression publique du dirigeant, et c'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer dans le bouquin, c'est que c'est à nous, et c'est ma responsabilité de communicante, d'inventer une autre façon de travailler l'expression publique des dirigeants. Et quand tu disais l'authenticité, est-ce que... parce que moi, j'ai eu cette discussion, par contre, avec un dirigeant aussi, qui me disait, je vois bien qu'il faut que je m'engage, mais en fait, quand je réfléchis aux sujets qui m'intéressent vraiment, sincèrement, finalement, c'est pas des sujets... Il y a des sujets, mais qui sont pas l'écologie, qui sont pas... en l'occurrence, c'était pas le féminisme non plus, etc., etc. Donc, il me dit, moi, les sujets, je vais pas dire ce que, du coup... Voilà, mais peu importe. Est-ce que toi, tu dirais, engage-toi sur les sujets qui sont vraiment authentiques pour toi, et dans ce cas-là, ça va vraiment porter. Et je sais pas si c'est ce que tu fais toi, mais... ou est-ce que tu prends les sujets qui sont à la mode, ou parce qu'il faut les faire en ce moment? En fait, il y a à la fois l'obligation de porter certains sujets, parce que quand tu es dirigeant, tu ne peux pas rester à côté. Changement climatique, diversité, ces sujets-là. Et ça fait partie de ton job. En revanche, si tu veux être un thought leader, c'est-à-dire un leadership de pensée, pas qu'un leadership sur la performance, il faut que tu prennes un combat qui te tienne vraiment à cœur, où tu vas mettre tes tripes, où tu vas mettre ton énergie, où tu vas mettre tes croyances, et ça peut être un tout petit sujet, mais il n'y a pas de petit sujet, parce que tu peux en faire des grands sujets. Et moi, j'ai vu des dirigeants prendre des sujets parce qu'il y avait soit un truc lié à leur enfance, à l'éducation de leurs enfants, à des épreuves de vie, et en fait, ils en ont fait quelque chose de très très joli. Voilà. Et ils ont déplacé des montagnes, et ils ont eu de l'impact. Donc il n'y a pas de petits sujets, il y a juste une façon d'en faire des sujets impactants. Tu parles aussi du bon sens dans le livre. C'est quoi Alors le bon sens, c'est un truc qui est très difficile à définir. C'est très relatif, le bon sens. Mais pour toi, c'est quoi la place du bon sens? C'est aussi avoir des mots simples? Oui, c'est le bon sens, c'est à chaque fois de se dire, dans cette décision, qu'est-ce qui fait sens pour les gens? Donc mes parties prenantes, mes collaborateurs, mes clients. Donc le bon sens, c'est ce qui fait sens. Et le bon sens, c'est arrêter de mettre de la complexité là où il ne faut pas en mettre. Les entreprises ont parfois tendance à beaucoup complexifier les choses parce que les organisations sont ainsi faites, où il y a des couches, des instances de gouvernance, pas des circuits courts, et donc on perd le bon sens des choses. Donc juste se poser la question de, attends, là, si on doit faire les choses simplement, comment on fait? Tu connais l'expression de l'HIPO? C'est Highest Paid Person Opinion. Non. Qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises, c'est-à-dire, en fait, tu as vraiment ce truc où chacun veut mettre son petit mot, et donc, parce que sinon, il est payé pour rien. Sinon, voilà, c'est ça. Et puis, à la fin, il y a quand même il y a Highest Paid Person Opinion, donc l'HIPO, qui vient et qui coupe dans le... Voilà. Et ça, c'est un peu la fin de ce modèle, quelque part, ce que tu décris, non? C'est-à-dire le couperet, parce que celui d'en haut, il n'a pas forcément raison. Enfin, je veux dire, il n'en sait rien. Il n'est pas forcément plus sachant. Après, il doit décider. À un moment donné, celui qui est on top, son job, c'est de décider et de rendre des arbitrages. Mais peut-être pas surtout. Pas surtout. Il y a des choses où il peut laisser de la décision, où il peut écouter pour ensuite prendre des décisions. Mais effectivement, le côté
je suis le plus haut gradé, donc je dois dire quelque chose pour mettre tout le monde d'accord, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, on le voit très bien dans les réunions, il y a encore des leaders qui n'ont pas compris, quand il y a un sujet de réflexion, qui doivent laisser d'abord leur équipe parler, avant, eux, de s'exprimer. Les leaders qui parlent en premier, ils savent bien que derrière, tu vas ramer. Voilà. Et c'est assez intéressant, dans le bouquin, je parlais de Jacques Chirac, qui avait dit « un chef, il est là pour cheffer ». Et en fait, c'est un peu ça ce que tu dis, c'est-à-dire que si son job, c'est juste de rajouter la phrase qui va bien pour mettre tout le monde d'accord, ça, c'est un peu cheffé. Et ça arrive, enfin, moi j'ai vu, et tu as dû le voir aussi, en particulier chez Elan, des campagnes de com qui sont faites pour plaire au patron. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me souviens de campagnes de com où on mettait les affiches sur le trajet du patron pour être sûr qu'il voyait la campagne, parce que s'il la voyait pas, à un moment donné, ils disaient, mais cette campagne, on la voit pas. Oui, il habite à Neuilly, donc on va mettre un 4x3 déco. Juste en face de chez lui. Alors, moi, je trouve que ça, il y a quand même eu une rationalisation, parce que de toute façon, les budgets ne sont pas extensibles, que les entreprises, et notamment les campagnes, elles sont aussi soumises à des KPI et des indicateurs de performance. Donc, moi, je suis assez... Enfin, je suis plutôt positive là-dessus, où je sens que les arbitrages sont rationnels. Ils ont bougé. Ouais. Tu parles aussi de l'entreprise liquide dans le livre. J'aimerais bien que tu nous expliques le concept et pourquoi tu fais référence. L'entreprise liquide, c'est effectivement le fait de dire, ça renvoie au monde liquide versus un monde solide. Et le monde liquide, pour faire simple, c'est un monde où tout bouge tout le temps. Certains parlent de VUCA, d'incertitude. Et donc le concept de l'entreprise, du monde liquide, c'est de se dire on vit dans un monde où en fait il y a des successions de crises, des empilements de crises, des tsunamis, des choses comme ça. Et donc en fait on est dans ce monde liquide. Bon, et ben du coup l'entreprise doit être liquide pour être en miroir de ce monde-là, versus l'entreprise très rigide, très processée, très protocolaire et tout ça. C'est pas facile l'entreprise liquide parce que ça veut dire que en fait c'est l'étape après l'agilité. Tu vois, on a beaucoup parlé de l'entreprise agile. L'entreprise liquide, on va encore un peu plus loin. C'est un peu comme l'entreprise libérée. Il faut peut-être pas tout prendre dans le concept, mais il faut en fait, le concept est intéressant parce qu'il permet de conscientiser finalement le monde dans lequel on vit. En ce début d'année 2023, je pense que tout le monde a compris, parce qu'on le voit dans les vœux des dirigeants, quand tu regardes les vidéos de vœux et tout sur LinkedIn, on se rend compte que le dirigeant n'a plus aucune certitude sur ce qui va se passer en 2023 et 2024, qu'il y ait une énorme humilité de leur part à dire on n'avait pas prévu telle et telle crise en 2022, donc inutile de vous dire que moi, qui suis considéré comme être un sachant, en fait, je ne sais pas forcément ce qui va se passer. Donc, je trouve qu'il y a ce changement en 2023, là, en ce début d'année, où il y a beaucoup d'humilité de la part des dirigeants. Et les dirigeants ont compris qu'ils allaient devoir être plus liquides au sens souple, malléable, adaptable. C'est un peu ça l'idée. D'ailleurs, tu fais référence à l'entreprise agile. C'est Nassim Taleb, qui a écrit Le Signe Noir, qui dit qu'en fait, les entreprises agiles, elles sont extrêmement fragiles. C'est comme tout est optimisé à la virgule. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, une crise, mais ça n'a même pas besoin d'être une crise, ça peut être typiquement ce qui s'est passé avec la Chine. Et là, comme la Chine s'est libérée justement, ça peut poser de nouveaux problèmes. Mais... Parce que effectivement, c'est intéressant cette théorie. En fait, moi, je pense qu'une entreprise, elle doit être robuste. Il y a aussi tous ces concepts de robustesse, mais là encore, c'est une question d'équilibre entre la robustesse d'une entreprise, parce qu'on n'a pas le choix, en fait, on est responsable de salariés et tout ça, et en même temps, cet aspect liquide. Voilà. Et donc, comment tu allies les deux ? Ça, c'est le défi du leader. Et pour allier les deux, je pense qu'il faut être un leader pop, c'est-à-dire que si tu es en prise directe avec la société et le monde, tu peux tu peux construire tes fondamentaux ultra robustes, ultra solides, mais tu peux avoir cette souplesse et cette adaptabilité en fonction de ce qui t'arrive. Il faut aller rencontrer des architectes japonais. Peut-être. Un peu. Par exemple, le feng shui ou... Non, mais parce qu'ils ont des immeubles qui résistent au séisme. Oui, tout à fait. Et malheureusement, et malgré tout, ça reste des trucs, les gens vivent dedans. Ouais. Donc, ça reste solide et en même temps ça bouge. Donc moi ça me fait penser à ça, mais on va creuser cette piste. Peut-être qu'il faut creuser la piste, j'en sais rien. Dans ce que tu décris du leader pop, ça suppose de suivre son intuition. Et où est-ce que tu places
la limite? C'est-à-dire que l'intuition, ça dépend beaucoup de ton expérience passée, évidemment. Mais à quel moment tu dois plus suivre ton intuition et tu dois peut-être écouter les autres ou écouter des experts Alors l'intuition, c'est un sujet important pour moi parce que je pense que les dirigeants n'apprennent pas à se connecter suffisamment à leur intuition. Ce que tu apprends en école ou ce qu'on leur apprend en école de commerce ou ailleurs, c'est de suivre des tableaux Excel. Je le caricature un peu, pardon, mais voilà, il y a un côté où c'est du rationnel. Or, la gestion d'entreprise, le leadership, c'est quand même beaucoup d'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est de faire le lien entre ce que je vois, ce que je mange, ce que j'entends, ce que je capte, ce que je ressens, mes propres émotions, c'est ça l'intuition. Donc déjà, il y a une première étape qui est accepter de se reconnecter à son intuition. Et se reconnecter à son intuition, c'est vraiment parfois un changement de paradigme pour certains leaders, parce qu'on est déformé. En fait, il faut se rééduquer à l'intuition. J'avais un très joli exemple d'un dirigeant qui me disait, bah, tu vois, moi, tous les 15 jours, tous les vendredis après-midi, je vais m'asseoir sur un banc, dans un parc public, et je regarde les enfants. Et pendant 2 heures, je ne fais rien, je coupe mon téléphone. Et ça me permet de me reconnecter à mon intuition. C'est vachement intéressant de se dire, je vais aller perdre du temps dans un jardin public. Donc il y a un premier travail qui est de se reconnecter à cette intuition, qui n'est pas naturelle et que, en plus, les tableaux Excel enferment. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, accepter qu'il y a, oui, des limites à l'intuition, parce que son intuition peut être mauvaise, parfois. On peut avoir une mauvaise intuition. Là aussi, j'ai fait des erreurs, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très intuitive. Et du coup, parfois, ton intuition, elle t'emmène, parce qu'en fait, tu es porté aussi par ton intuition. Et donc, ce que je vois comme bonne réponse, c'est des leaders qui sont capables de s'entourer et qui parlent de leur vulnérabilité, qui disent « moi, je suis quelqu'un de très intuitif, mais parfois, je vais faire des erreurs, donc j'ai besoin de vous entendre, et que vous me disiez quand je vais trop loin ». C'est ce que je dis toujours à mon équipe, qui connaissent mon côté très, très intuitif, mais ils savent qu'à un moment donné, ils ont le droit de me dire. Donc, il faut donner la permission, il faut autoriser à ce qu'à un moment donné, un collaborateur te dise « attention, est-ce que là, ton intuition ne te perd pas ?» Voilà, c'est un peu... puisqu'il y a des mauvaises intuitions, bien évidemment. Bien tu peux être porté. Et puis, ce que tu disais aussi, ça suppose d'aller dans l'arène, c'est-à-dire de sortir de ces bulles, parce que tu peux avoir une intuition qui est mauvaise, tout simplement parce que tu es tellement enfermé dans ta bulle que tu ne te rends plus compte de ce qu'est la réalité des gens. Et ça, c'est hyper important parce que tu le sais, et je pense que on le sait tous, dans le leadership, il y a des phénomènes de cour. Le leader, il a souvent sa cour, qu'on le veuille ou pas, et qu'il le veuille ou pas. Et donc, ces gens-là sont là pour le protéger. C'est tout à leur honneur. Mais du coup, il a parfois un miroir déformant. Parfois, on ne leur dit pas tout. Aussi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est aller dans la rue, rencontrer des gens. Pour les leaders qui voyagent, plutôt que d'aller voir juste les gens importants à voir, aller dans les magasins, aller rencontrer des sociologues, aller rencontrer la société civile. Ce qui est important, c'est vraiment la connexion à la société civile. Je dis toujours dans les parties prenantes, parce qu'on parle beaucoup de parties prenantes, puisqu'il y a tout ce capitalisme des parties prenantes. Voilà. Il y a une partie prenante qui n'est pas nommée en tant que telle, c'est la société civile. La société civile, c'est une espèce d'agrégat qui est hétérogène, mais qui permet de prendre le pouls d'une société. Et ça, c'est extrêmement important. Un dirigeant, par exemple, qui prend son job, ces 100 jours, bah, ça doit commencer pas par regarder les dossiers dans son bureau. Il doit aller, ces 100 jours, il doit être sur le terrain et rencontrer des gens. Aller dans les boutiques, enfin s'il y en a. Les boutiques, les usines, comprendre le rôle, s'il y a des jobs importants dans sa boîte, de comprendre ça, de demander des explications, de comprendre les processus de fabrication, une espèce de vie ma vie. Et c'est vachement valorisant pour les équipes, par ailleurs. Aussi. Très valorisant. Aussi. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Je t'en prie. Merci, Grégory, de m'avoir reçu. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à mettre un commentaire, idéalement. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.